Je suis devenu désorienté et j'ai été invité à visiter la planète d'une reine extraterrestre. J'ai été surpris d'apprendre que l'espace était en fait plutôt inintéressant. Le commandant Elias Vance avait toujours imaginé l'espace comme un road trip cosmique à la fois terrifiant et fascinant, accompagné d'une bande-son de terreur existentielle et de rares transmissions de jazz glitchy provenant du dernier satellite analogique de la Terre. Cependant, alors qu'il était assis sur les débris de son Iron Sworn, jadis fier un vaisseau spatial, dépourvu de système de navigation et équipé d'une IA légèrement passive-agressive qui ne cessait de lui offrir des citations inspirantes sur le fait de recommencer à zéro. Elias en vint à la conclusion que l'espace était une véritable nuisance. « C'est bon », murmura-t-il, en ajustant l'affichage tête haute HUD fissuré de son casque, qui avait commencé à afficher des émojis au lieu de données de télémétrie. Un visage triste clignotait au-dessus du compteur d'oxygène, et il pensa « Ouais, très professionnel ». Sa dernière mémoire de stabilité était un saut en hyperespace raté, causé par une anomalie dans la déchirure de Persée, qui agissait comme un fils en colère, entraînant Iron Sworn dans un piège gravitationnel injustifié. Ce chaos a confondu ses systèmes, grillé les communications, et il a été éjecté dans une galaxie si hors norme que même les traceurs de cartes ont dit « moi ». Il vérifia son. La voix de l'IA venait d'un endroit douloureusement joyeux, et le commandant parlait de manière conditionnelle critique. Nous sommes maintenant en orbite, autour d'une planète non cartographiée, et les signatures biologiques que nous avons détectées indiquent que l'atmosphère est respirable. Je suis prudemment optimiste quant à la situation, mais je menace de te jeter hors du vaisseau si tu deviens encore plus joyeux. Nous avons également remarqué que la capsule de sauvetage a été déployée vers 4 heures. Juste 3 secondes avant l'impact, la gravité a pris le dessus. La dernière chose que vit Elias avant que sa capsule ne commence sa descente terrifiante fut la surface bleu pâle de la planète teintée de vert et les nuages tourbillonnants. Une énorme aurore scintillait à travers la stratosphère comme un être vivant. Puis, la capsule entra dans l'atmosphère et tout se transforma en montagnes russes enflammées, entraînées par ses regrets et l'odeur distincte de collation brûlée provenant du compartiment des rations d'urgence. Lorsqu'il est arrivé, il s'est retrouvé allongé là, les membres écartés, en train de manger des collations à base de plantes qui avaient le goût de... Au milieu d'une trahison, il essaya de se lever, mais le regretta rapidement. Son corps a mal supporté le changement de position et a laissé échapper une série de grognements de craquements et un soupir dramatique qui provenait peut-être de son genou. « Eh bien, c'est tout simplement fantastique », dit-il à personne en particulier, bloqué, blessé et assez sûr que la faune locale me juge. En prêtant attention au bruissement dans l'herbe, il se leva le cœur battant sous le poids du monde. Sa silhouette était imposante et majestueuse, et elle possédait une beauté presque humaine. Son long manteau traînait derrière elle comme un souvenir de tempêtes oubliées, et ses oreilles, qui se courbaient gracieusement comme une couronne, attrapaient la lumière du soleil comme une couronne. Sa peau avait une lueur faible, pas tout à fait lumineuse, mais une qualité lumineuse qui l'attirait. Il se résigna à utiliser un morceau rugueux de métal de capsule de sauvetage, orné d'un sourire charmant, comme alternative à son pistolet à impulsion qui était probablement encore fusionné avec les débris. Elias cligna des yeux de surprise en s'approchant ses yeux larges et étoilés, se plissant de curiosité. « Salut !» dit-elle, sa voix résonnant avec des harmoniques que son traducteur avait du mal à déchiffrer. « Oui, c'était un atterrissage un peu difficile. J'espérais quelque chose de plus droit. » À ce moment-là, son sourire semblait refléter la qualité éthérée du ciel nocturne. Elle parla doucement. « Je suis Charelle, reine de Zéphra. Vous êtes intacte. » Elias cligna des yeux, à nouveau. « Vous êtes bien une reine. » « Eh bien, votre majesté, cela peut être une première impression étrange, mais il se peut que j'ébave sur vos plantes. Je m'excuse. »
Elle l'observa encore un moment, puis tendit sa main fine et gracieuse qui scintillait faiblement de traces de bioluminescence. Lorsqu'elle le toucha, il ressentit une soudaine montée de chaleur, pas désagréable, mais profondément troublante, comme si ces atomes étaient réintroduits les uns aux autres. « Vous étiez attendu, dit-elle. » Dit Ilias en plissant les yeux. « J'étais là, un endroit préparé pour toi. Viens maintenant. » Elias n'était pas habituellement du genre à suivre des femmes étranges dans des forêts extraterrestres, mais son parfum était de la lumière des étoiles et des agrumes, et il avait peu de choix, alors qu'il trébuchait après elle à travers une canopée d'arbres lumineux, sentant la gravité comme si elle retenait son souffle. Il essayait de ne pas penser à quel point tout cela était surréaliste, ni à ses gardes qui scintillaient et disparaissaient comme des fantômes polis le regardant avec un mélange de respect et de danger. Il était clair que Surelle avait quelques réserves à son sujet. De temps en temps, elle se retournait vers lui comme si elle vérifiait des choses sur une liste invisible. « Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ?» murmura-t-il pour lui-même. « Non, c'est bien réel. » Surelle continua de marcher en silence interrompu, seulement par un regard furtif par-dessus son épaule qui laissait entrevoir un sourire. « Tu n'es pas ce que j'attendais. » « Eh bien, j'avais l'intention de décevoir au début, puis de devenir progressivement tolérable, » dit-elle. Elias ressentit un malaise, car il ne pouvait se défaire de la sensation que la planète elle-même le surveillait. Pour rafraîchir nos mémoires, nous avons atterri sur un monde inexploré et avons rencontré une reine extraterrestre. Elle nous a informé que nous n'étions pas attendus et que nous pourrions avoir des hallucinations impliquant des sandwichs sensibles. Et ce n'était que le début, Elias pouvait dire qu'elle avait raison, parce que le palais ne répondait pas à ses attentes. Chaque fois que vous entendez le mot « palais », des visions de dômes dorés infinis surgissent dans votre esprit. Au lieu de marbre et de statues de dirigeants arrogants pointant du doigt, Elias trouva une immense structure organique poussant sur le flanc d'une montagne de lavande. Les murs pulsaient comme l'intérieur d'un gigantesque mollusque, et les vignes murmuraient dans une langue que son traducteur refusait de traduire pour des raisons éthiques. La lumière ne provenait pas des luminaires, mais d'orbes flottantes qui bourdonnaient à l'unisson comme des méduses paresseuses. L'air était chargé de l'odeur de l'ozone et des plantes extraterrestres, et il pouvait sentir un bourdonnement léger et persistant au fond de son crâne. Hélas remarqua « Je ne veux pas critiquer le design intérieur extraterrestre », alors qu'il passait devant un couloir où les murs se déformaient fluidement autour d'eux. Cependant, votre architecture donne l'impression de vouloir me serrer dans ses bras et je ne suis pas émotionnellement préparé à cela. Charerel, en revanche, marchait à ses côtés, avec la grâce de quelqu'un qui n'était jamais tombé sur ses propres pieds ou n'avait jamais mangé des nouilles instantanées pour le dîner 3 nuits de suite. Le hall de la mémoire semble répondre à vos pensées et émotions. Il s'adapte en fonction de votre état mental, ce qui explique le parfum subtil de son rire fit frissonner Elias. Il n'avait jamais été un grand romantique, et les voyages spatiaux rendaient difficile de s'engager avec quelqu'un qui pourrait vivre à 3 parsecs de distance. Cependant, il y avait quelque chose chez Zérel qui le captivait. Ce n'était pas simplement sa confiance d'un autre monde ou sa beauté extraterrestre. C'était la façon dont elle le regardait, comme si elle le connaissait depuis le début, comme si elle l'attendait. Finalement, ils atteignirent une chambre circulaire avec des coussins se balançaient en cercles ordonnés depuis le plafond en dôme qui ressemblait au ciel nocturne, bien qu'Elias insistait sur le fait que certaines constellations le fixaient. Au centre de la pièce, sur une table basse, se trouvait un assortiment de nourriture allant de quelque peu comestible à carrément ondulante. « Tu dois avoir faim », remarqua Gérel en désignant la table. La racine de Purpelon reconstitue les synapses neuronales. Les fruits de la flèche améliorent la cognition temporelle et le phloren. Elle hésita, ses yeux fixés sur la masse tremblotante.
Si vous ne posez pas de questions, le Floren aura meilleur goût. Je me souviens d'avoir mangé quelque chose sur Calrian 9 qui a essayé de me poursuivre en justice pour dommages. Cela me fait ressentir la même chose. Il se décida pour un fruit de la flèche qui avait une saveur inhabituelle, un mélange de cannelle et d'électricité statique, et le mâcha, essayant de ne pas penser à ce que la cognition temporelle pourrait impliquer. Gérel le regardait avec le regard intense qui précède habituellement les demandes en mariage ou les expériences médicales. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi vous avez été amené ici. Il la fixa, essayant de comprendre s'il s'agissait d'une blague, d'une crise psychotique, ou simplement d'une campagne de marketing très élaborée. Il était flatté, mais la dernière fois que quelqu'un lui a dit que j'étais l'élu, je me suis retrouvé jusqu'aux genoux dans du Sensient Sound et allergique. Maintenant, il se demandait légèrement terrifié, et oui, elle hocha lentement la tête. « Tu es celui de la prophétie, le lien stellaire ?» Elias faillit s'étouffer avec une graine de fruit qui lui fit un clin d'œil avant de se désintégrer. « Je suis celui choisi par les fils d'écho du cosmos. Votre arrivée a été prédite, et votre présence est cruciale pour la survie de notre planète. » Eliana s'appuya sur l'un des coussins fragiles, essayant de masser son dos avec une touche d'enthousiasme excessif. « Alors laissez-moi clarifier cela. Vous avez une crise menaçant le monde en cours, et je n'ai que rarement des missions de prophétie. Je suis plutôt le genre de personnage secondaire qui survit jusqu'à la suite. » Cependant, les yeux sérieux et chargés de gravité de Cherel ont fait taire son sarcasme. Il y a une prophétie qui dit qu'un astronaute humain aléatoire va le réparer. D'une manière ou d'une autre, j'ai gagné à la loterie, mais tu n'étais pas aléatoire. Tu as été sélectionné par une sorte de machine à pince cosmique. Les lumières s'éteignirent et la pièce vibra d'une résonance silencieuse. Au milieu de la pièce, une sphère surgit de la table, scintillant de fragments de mémoire, de visions et de cartes stellaires. Elias se vit peut-être plus vieux, plus sage, ou simplement avec moins de cheveux de casque. Il se tenait au centre d'un nexus énergétique massif, sa planète fracturant la lumière. Alors qu'il s'élevait vers les cieux, leurs mains entrelacées. Charel se tenait à ses côtés, sa main dans la sienne. « Ce n'est pas du tout effrayant, » dit-il, sa vision altérée. « Quel âge a cette prophétie? Elle date de plus de 3000 de vos années. L'oracle zaphirien vous a vu à la convergence le moment où la sentence temporelle et le choix deviennent destin. Eh bien, c'est réconfortant. Rien ne dit « détends-toi » comme des millénaires d'attente reposant sur tes épaules. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. » Charerel se retourna vers lui, son expression s'adoucissant. Il fixa son fruit de tour à moitié mangé, qui se réassemblait lentement. « D'accord donc, je crois à ce concept de sauveur destiné. De quoi as-tu besoin que je te sauve ?» demanda-t-il. L'orbite répondit, avant qu'elle ne puisse parler, ses couleurs devenant sombres, ses images déchiquetées et brisées, une masse tourbillonnante d'énergie du vide. La ville d'Eveis s'étendait en courbe et en spirale, ses structures faites de pierres vivantes, s'enroulant comme une symphonie composée en architecture. En dessous de lui, l'étoile creuse, se dressaient ses structures dévorant la lumière et s'effondrant. Zapirian cria que quelque chose de vaste, ancien et affamé était en route. « Oh bien !» dit-il alors qu'un frisson lui parcourait l'échine. J'avais peur que ce soit un week-end tranquille. Il l'appelait l'étoile creuse. Debout sur le balcon, qui dépassait du palais de Cherel comme un éclat de cristal, la ville d'Eveis scintillait comme une œuvre surréaliste. Une seconde lune brisée en deux comme une promesse non tenue se tenait au loin au-delà des champs illuminés et des monolithes flottants. Il sirotait du nectar de Glunari, une concoction préparée par Gérel, qui avait une teneur en sucre d'environ 40% et un niveau d'optimisme de 60%. En faisant tourner le verre, il murmura « Cette étoile creuse semble joyeuse. » Charel s'approcha, ses longues oreilles
tremblant légèrement dans le vent, et elle ajouta « Ce n'est pas une étoile, c'est un parasite du vide, une singularité sensible née d'une réalité effondrée. Elle consomme des mondes, les défait. » Lors des dîners de famille, mon oncle Greg arquait un sourcil élégant. Il a cette habitude de dire à tout le monde que leurs carrières sont inutiles, mais ensuite, il prend le dernier rôle véritablement cosmique. Le sourire de Charel était subtil, mais perceptible. L'étoile creuse était arrivée il y a des siècles, et nous avions dû la repousser à grand prix. Cependant, elle avait laissé une graine d'entropie derrière son œil, et pendant des générations, elle avait lentement et discrètement grandi à Zephra. Maintenant, laissez-moi deviner, dit Elias en posant le verre. Elle se réveille et elle est de mauvaise humeur. Et elle le regarda avec annoyance. La terre tremble déjà, les champs d'énergie déstabilisent les courants, et le temps se déforme au bord. Cela expliquerait pourquoi j'ai vu un écureuil dans le jardin ce matin portant un monle. Le conseiller N a marqué une pause, mais je savais qu'il était sérieux. Elias a regardé la ville une fois de plus, son cerveau réécrivant silencieusement la mémoire de l'écureuil, pour inclure des robes de conseil dans une petite mallette. D'accord, donc je suis le lien stellaire. La prophétie dit que je peux arrêter l'étoile creuse. Savons-nous comment ou sommes-nous dans le flou? Au milieu de la phase dramatique de la musique du plan, les yeux de Cherel scintillaient avec un ancien dispositif appelé l'harmonisateur de noyaux. Il est dissimulé dans les ruines de Virilan, notre ancienne capitale. L'harmonisateur de noyaux s'interface avec les courants et le réseau temporel qui lie ce monde. Seule une personne en accord avec la prophétie peut l'éveiller. Je suppose que tu es le seul qui puisse l'être. J'ai un talent pour casser des choses chères, mais peut-être que je les frappe juste très fort. Zéroel lui lança un regard patient, lui disant que peu importe combien il plaisante, ça ne marchera pas. Un portail se matérialisa derrière eux, se dépliant comme un rideau d'eau. 3 Apirians, dont un avec un bras mécanique, en émergèrent, leur armure gravée de scripts bleus pulsants. Le chemin vers Verilan est corrompu, et nous devons voyager prudemment en raison de l'influence des yeux. Hélas hocha la tête, se frottant l'arrière du cou. Le voyage à venir était dangereux, mais ils ne voyageraient pas seuls. Ils étaient tous absorbés par leur propre technologie ésotérique. L'un brandissait un bâton qui courbait la gravité dans une petite sphère à son extrémité. Le troisième, complètement sans armure, était accompagné d'une petite créature suffisant avec 8 yeux et un sourire narquois. Le capitaine Veilen, ingénieur temporel SA, et Tracker Noir se présentèrent. Elias plissa les yeux pour identifier l'écureuil, mais tout le monde lui fit la sourde oreille. La seule exception était l'animal de compagnie de No, qui lui fit un clin d'œil et tenta de mordre sa botte. Dans un accès d'humiliation, Elias recula, poussa un cri et se présenta comme biscuit. La reine Jarel parle beaucoup de vous l'humain, et si elle dit que vous êtes le lien stellaire, alors vous aurez mon épée, ma hache à plasma et ma botte gauche. C'est étrangement spécifique si les choses deviennent vraiment désespérées. Soa prit la parole, ensuite sa voix fraîche et tranchante. J'ai déjà ajusté la navette pour compenser la distorsion chronospatiale, et votre présence semble stabiliser la fracturation à court terme, soit vous possédez une technologie quantique. Le charmant Elias fit une révérence moqueuse, mais je préfère le charme anthropique. En un rien de temps, les préparatifs étaient en cours pour un vaisseau élégant équipé d'antigravité qui ressemblait plus à une flèche argentée sculptée dans la lumière de la lune qu'à un navire. Il l'appelait le Whisper, et alors qu'il montait à bord, Elias jeta un coup d'œil au palais où le vent faisait flotter les longues bannières accrochées à ses sommets, et bien en dessous l'étoile creuse se déplaçait dans son sommeil. Je suis monté à bord et me suis attaché à côté de Charel. Des derniers conseils avant de nous lancer dans cette quête épique peut-être mortelle. Elle ferma les yeux, son esprit tourbillonnant de cauchemars cosmiques et de prophéties.
Le vaisseau vibrait, l'air frémissait, et nous avons ascendu vers le ciel en direction des ruines anciennes. Elias serra ses sangles et murmura « Eh bien, au moins, ce n'est pas mardi !» Les terres désolées de Zépha n'étaient pas ce qu'il avait imaginé des déserts craquelés. Alors que le son du murmure s'estompa, une scène bizarre se déroula devant le vaisseau. Des ossements jaillissaient des forêts suspendues, des rivières serpentaient vers le haut, et il remarqua un troupeau de cerfs à 6 pattes chargeant à travers une cascade verticale. Pour le reste de la journée, il choisit de ne rien remettre en question, murmurant pour lui-même « Cet endroit ressemble à celui où un voyageur temporel aurait réarrangé les meubles les yeux bandés. » Éléas marcha prudemment sur la mousse qui changeait de couleur sous ses pieds, passant du vert citron à un mauve vaguement accusateur. C'est bon de savoir que la Terre n'a pas suivi les lois naturelles depuis des décennies. Juste devant, dans un lac qui ne reflétait rien d'autre que le ciel de jeudi dernier, se trouvaient les ruines de Virilan. Les tours émergeaient de l'eau entourées de vignes bioluminescentes qui pulsaient au rythme que seules elles pouvaient entendre. Des symboles anciens scintillaient sur les pierres, changeant de langue. Pendant que le reste du groupe avançait prudemment, Elias se recula à l'arrière, car il ne pouvait pas faire confiance à ses bottes pour ne pas évoluer spontanément avec de nouvelles caractéristiques. On pourrait penser que la prophétie aurait inclus un manuel d'utilisation, murmura-t-il. Surelle marchait à ses côtés, ses longues oreilles tressaillant, alors qu'elle observait. Ça ne leva jamais les yeux de son appareil de scan, mais celui-là était pour les touristes. Valin leva un poing pour signaler un arrêt, et le chemin de pierre se divisa en un réseau de plateformes flottantes orbitant autour d'une tour fissurée qui pulsait d'une lumière rouge maladive. Au-dessus de la tour, une tempête tourbillonnait dans le ciel des nuages sombres, se retournant et déversant quelque chose qui ressemblait étrangement à des paillettes. Les prophéties dans leur environnement se soucient rarement de la commodité, et elles sont écrites en énigmes et symboles pour prévenir toute interférence prématurée. Est-ce censé ressembler à une boule disco en pleine crise existentielle? Elias plissa les yeux alors que son appareil bipait de manière erratique, intensifiant la distorsion du champ chrono. Comme elle était proche des yeux, elle sentit le monde tressaillir comme une pause entre 2 battements de cœur ou un clignement dans le coin de son œil. Puis tout à coup, la plateforme sous eux disparut pendant exactement 1 seconde. Pendant un bref instant, Elias flotta dans les airs avant que la gravité ne se rappelle de ses responsabilités, et il grogna en atterrissant. Et se redressa. D'accord, c'était intéressant. Reste juste près de moi, avertit Gérel. Le harmoniseur est dans la tour centrale, mais nous devons passer la porte des sensations. Elias fronçait les sourcils, mais la métaphore ne fonctionnait pas. Finalement, ils arrivèrent à la plateforme centrale qui flottait doucement sous leurs pieds, comme une créature marine anxieuse. Au-dessus d'eux, la tour s'affaissait, émettant une énergie qui avait le goût de l'ozone et du regret. Comme réveillée, la porte jaillit de la pierre, révélant un réseau complexe de lumière et de métal qui se transformait en un visage. L'entité en question ressemblait à un visage fait d'engrenages de constellations et de pommettes désapprobatrices. Sa voix résonnait à travers les dimensions, appelant quiconque en quête d'harmonie. Elias s'approcha, disant « Salut Elias, je suis un peu désorienté, peut-être même en train d'halluciner. » « Comment ça va ?» La porte clignota, ses yeux centraux, tournant comme une pièce de monnaie. Le seul moyen de passer son processus d'authentification est à travers le lien stellaire. Soudain, un faisceau de lumière engloutit Elias, envoyant son corps dans un état de quasi-congélation, mais son esprit en surchauffe. Il se souvint d'un souvenir d'enfance se construisant un vaisseau spatial en modèle réduit de ses propres mains. Après qu'un cadet ait éternué contre un mur pendant l'entraînement en apesanteur, il se retrouva dérivant seul dans le vide, avec une photo de la Terre dans les mains. Des visions de bataille tenant la main de Charel dans un champ d'étoiles se brisèrent, comme un miroir revenant à lui en un éclair. Il haleta
en retrouvant son identité, mais la porte avait disparu sans un au revoir ni un merci pour le traumatisme. La tour s'était ouverte, révélant un escalier en spirale de marches flottantes menant vers le bas, où la lumière pulsait avec un rythme plus doux, presque comme un battement de cœur. Alia regarda autour d'elle un peu étourdie. Alors qu'il montait à la tour, le son d'une mélodie que seul Elias pouvait entendre résonnait dans les couloirs. Au bas de la tour, une structure sphérique à la géométrie impossible tournait dans une douzaine de directions, à la fois des symboles fleurissant à sa surface. Alors qu'Elias s'approchait, la structure cessa de tourner et attendit. Sérel s'approcha de lui. « À ce moment-là, votre choix est crucial, car l'harmoniseur répond à votre âme. Vous devez lui offrir un « ma réalité », murmura-t-il. « J'ai peur, mais je veux quand même faire ce qu'il faut. » Je plonge ma main dans ma poche et en sors une photo usée de mon ancien équipage, prise avant la mission qui a mal tourné. Leïssa toucha alors soigneusement la photo à la surface de l'harmoniseur, fixant le gadget. Au milieu d'une tempête qui n'avait jamais été constante, l'harmoniseur brillait plus fort que n'importe quelle étoile qu'il ait jamais vue. Les nuages brisés au-dessus s'étaient fondus en courants de vapeur nacrée qui serpentaient à travers la haute atmosphère comme des rubans. Même la gravité qui agissait auparavant comme un chat autoritaire semblait maintenant bourdonner en soumission silencieuse. Elias se tenait au bord de la chaussée de pierre, ses doigts ressentant encore le léger pouls de l'harmoniseur en dessous d'eux. L'instrument avait accepté son offrande de vérité et en retour avait, s'entrelançant à travers les courants de Zépha, il réaligna le treillis effiloché du temps et de l'espace, rendant l'œil incompatible avec l'hôte. Il ajusta les sangles de sa veste et regarda Charel qui répondit avec un rare sourire tirant sur ses lèvres. « Nous avons harmonisé l'entropie, un excellent nom de groupe, et Elias a murmuré quelque chose à propos de vouloir jouer du clavier. » Les autres se rassemblèrent autour de l'harmoniseur, observant alors que le capitaine Valan, avec son armure passant du mode de combat au repos cérémoniel, restait immobile. Samantha analysait les chronopiels de résiduel, tapotant son appareil avec la joie sombre de quelqu'un qui vivait pour les diagnostics post-catastrophe. À la surprise générale, Biscuit avait l'air profondément offensé lorsqu'on lui donna ce qui semblait être un petit gâteau fait de mousse lumineuse. « Alors c'est tout ?» demanda Elias, s'attendant à moitié à ce qu'une trappe s'ouvre ou qu'un combat de boss surprise surgisse derrière une roche suspecte. Surel inclina la tête vers l'est où le soleil s'était levé comme un... Le titre ressemble à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction romantique que je trouverais dans le grenier de ma mère. Le sourire de Charel s'élargit alors que tu riais, mais la prophétie a toujours été symbolique. Cela n'a jamais signifié un guerrier choisi, mais un lien, un pont, quelqu'un avec le pouvoir de faire une différence et l'humilité d'écouter. Elias regarda le titre et dit « Tu as fait ce que nous ne pouvions pas faire parce que je suis le lien stellaire. »« Non, » murmura-t-elle, « tu es l'homme qui a sauvé mon monde et qui a peut-être fait de Biscuit une divinité locale, bien que nous discutions encore des logistiques du temple. » Elias ricana. « Dis-m'en plus à ce sujet. » L'astronaute brisé, qui avait dérivé seul entre les étoiles, était devenu autre chose en cours de route grâce à son empathie et à son choix d'affronter la peur au lieu de fuir. Les enjeux cosmiques étaient élevés, mais la fin n'était pas venue de la violence ou du feu. À mesure que nous approchions de la ville, il était évident que le changement avait déjà commencé. Les monolithes flottants bourdonnaient d'une énergie renouvelée. Les feuilles chantantes des arbres scintillants résonnaient de tons plus profonds et plus riches. Et Zéphyr était vivant d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des siècles. Le voyage de retour vers Ève a pris beaucoup moins de temps grâce au courant stabilisé. Le murmure qui flottait auparavant dans l'atmosphère comme un parasite coulait maintenant avec le monde. À notre arrivée, nous avons été accueillis par des lumières de fête, des spectacles aériens et de la nourriture scintillante défiant la chimie.
Au lieu d'un discours dans la salle du trône, d'une médaille ou d'un poème écrit par un conseil de sages anciens, Élias se retrouva sur un toit paisible, avec Charelle une douce brise qui sentait la pluie sur les souvenirs et 2 tasses de nectar de Glounari, trop enthousiaste. « Alors » demanda-t-elle en repliant ses jambes sous elle, « que vas-tu faire maintenant, lien stellaire ?» Il but une gorgée de sa boisson et pensa. « Pour une fois, je n'ai pas l'impression de courir vers la prochaine crise. » Il pourrait être agréable de rester et d'aider au processus de reconstruction tout en apprenant à déchiffrer les pierres temporelles flottantes sans déclencher accidentellement une fête dansante. Après un moment, ils tombèrent dans un silence confortable, la ville en dessous d'eux pulsant de vie et de plénitude. Au loin, Biscuit grogna avec colère contre un noble qui ne s'était pas incliné assez rapidement. Hélas se pencha en arrière et contempla les étoiles qui semblaient différentes ici, plus douces, plus amicales, moins froides. Il réfléchit à son ancien équipage, à la solitude qu'il avait portée avec lui à travers le vide, et à la femme de sa vie, qui était maintenant sa reine, son amie extraterrestre, et peut-être même plus. Il murmura « Chez moi, je fuyais toujours les attentes et la perte. Ici, j'ai trouvé tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Jérel le regardait avec ses yeux brillants et intemporels. Élias n'était jamais perdu. Elle toucha doucement sa main, et dans les jours qui suivirent, Hélias devint quelque chose d'hybride, une anomalie, un ambassadeur, un concepteur de relais de communication, capable de combler les lacunes temporelles, un partenaire d'entraînement avec Veylen, et de temps en temps il donnait même une conférence invitée dans un article intitulé « Ce qu'il ne faut pas faire avec un trou noir et un sandwich », publié par l'Institut de chronoéthique de Zéphyr. La planète a été guérie et ses habitants ont prospéré. Hélias resta non pas en raison d'une intervention divine ou d'une prophétie, mais parce qu'un changement profond s'était opéré en lui. Il avait découvert un sens, non pas dans la mission elle-même, mais dans le chaos. La joie et les intermèdes entre les désastres, lorsque les êtres humains n'étaient rien de plus qu'un commandant déchu, une reine aux oreilles, comme des étoiles, un demi-dieu rongeur nommé Biscuit, parmi d'autres personnages étranges. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait anticipé, mais c'était situation finalement plus favorable.